Salut les explorateurs de l'étrange. La team Boîte Magique est de retour. Et aujourd'hui, on ne va pas se contenter de regarder des chats faire des bêtises sur Internet. Non non non. On va plonger dans les abysses des croyances les plus obscures et les plus fascinantes de l'histoire. Préparez-vous à découvrir les 10 cultes ancestraux si troublants que les historiens préfèrent les ignorer. Accrochez-vous, car ce voyage va vous faire frissonner d'émerveillement et de mystère. Et n'oubliez pas, si vous aimez les frissons, abonnez-vous à Boîte Magique pour ne rien manquer de nos aventures. Numéro 10, le culte de Moloch. On commence en douceur, avec un petit culte qui a fait griller quelques enfants pour le fun. Oui, vous avez bien entendu. On parle du culte de Moloch, une petite partie de l'histoire où les parents pensaient que sacrifier leur progéniture était une bonne idée. C'est un concept de mauvaise journée poussé à l'extrême. Imaginez un taureau géant en bronze avec un ventre creux. Ce n'est pas une sculpture d'art moderne, c'est Moloch, le dieu qui aimait les enfants. Grillé. Les parents, dans leur grande sagesse, offraient leurs enfants en sacrifice, les plaçant dans les mains de cette idole chauffée à blanc. Un barbecue, mais avec des bébés. Charmant. On dit que c'était pour obtenir des faveurs ou des bénédictions. Personnellement, je préfère demander gentiment. Les textes bibliques condamnent cette pratique comme un péché, ce qui est un euphémisme. Des découvertes archéologiques récentes en Égypte ont révélé des temples dédiés à des rituels similaires, ce qui nous fait dire que l'humanité a toujours eu un petit penchant pour les trucs bizarres. Franchement, quand on voit ça, on se dit que les réunions de famille, c'est de la rigolade à côté. Et ce n'est que le début. On passe au niveau supérieur de l'étrangeté avec le numéro 9. Préparez-vous. Numéro 9, le temple des Bélamistes. On passe à un culte un peu plus récent, mais tout aussi particulier. Bienvenue au temple des Bélamistes, amateurs de tête de faucon bouilli. Oui, vous avez bien entendu. On dirait une recette de cuisine ratée, mais c'était en fait un rituel religieux. En 2019, dans le port antique de Bari, en mer Rouge, on a découvert un temple de style égyptien dédié à Khonu, une divinité à tête de faucon. Jusque-là, rien de très choquant. Mais en y regardant de plus près, on a trouvé une inscription qui disait « Il est impropre de faire bouillir une tête ici ». C'est un peu comme mettre un panneau « Ne pas déranger » sur une porte de l'enfer. Les Bélamistes, un groupe semi-nomade, avaient adopté des pratiques religieuses égyptiennes, mais avec une petite touche personnelle. On ne sait pas trop pourquoi, mais on imagine que ça devait être une expérience olfactive. On a peu de détails sur les sacrifices humains, mais les pratiques rituelles sont bien documentées. Bon appétit, bien sûr. Heureusement qu'on n'a pas les menus de l'époque. Après les têtes de faucon, on change complètement d'ambiance pour le numéro 8, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Numéro 8, les thugs. Des tueurs en série qui voyagent incognito et adorent une déesse de la destruction. Non, ce n'est pas la bande-annonce d'un film d'horreur, mais bien la réalité de l'Inde du XIVe et le XIXe siècle. Les thugs, ça ne plaisante pas. Ces adorateurs de la déesse Kali étaient des pros de l'infiltration. Ils se faisaient passer pour de gentils compagnons de route, gagnaient la confiance de leurs futures victimes, puis les étranglaient avec un foulard cérémonial dès que l'occasion se présentait. Leur but ? Offrir ses morts en sacrifice à Kali, afin de recevoir protection et prospérité. Leur mode opératoire était diaboliquement efficace. Ni sang, ni témoins, et des corps soigneusement dissimulés pour éviter tout soupçon. On raconte que ces sinistres pèlerinages auraient fait des milliers de victimes. Heureusement, les Britanniques, qui étaient sur place à l'époque coloniale, ont fini par traquer et démanteler les thugs au XIXe siècle. Mais l'ampleur de leur organisation a laissé plus d'un enquêteur pantois. Encore un grand bravo à ces inconditionnels du meurtre, qui faisaient passer Dexter pour un petit joueur. Allez, on file maintenant chez un autre culte qui ne respire pas non plus la joie de vivre. Numéro 7, le culte de Seth. Si tu penses que l'Égypte ancienne n'est faite que de pharaons bien lunés et de hiéroglyphes cool, attends de voir la clique de Seth, le dieu du chaos et des tempêtes. Seth, dans la mythologie égyptienne, c'est le paria par excellence, le mec qui trahit, qui tue et qui sème la zizanie. Parfait pour attirer les rebelles et marginaux en quête d'un dieu à leur image. Ses adorateurs s'adonnaient à des rites plus que douteux, parfois liés à la nécromancie, histoire de réveiller les morts, ou au moins de leur faire des guilis. Ils se posaient en outsiders, souvent persécutés par les fidèles d'Osiris et d'Horus, qui voyaient en eux des fauteurs de troubles perpétuels. Certains souverains, comme le pharaon Akhenaton, connu pour ses lubies religieuses, auraient flirté avec l'idée d'élever cet au rang de star divine, ce qui a fait scandale à la cour. Les textes anciens parlent de sacrifices, de cérémonies nocturnes et de rituels destinés à favoriser le chaos pur. Si jamais tu tombes sur un vieux papyrus mentionnant des fans de Seth, mieux vaut ne pas les inviter à un enterrement ou un mariage. Ils risquent de rajouter un peu trop de dynamisme à la fête. Numéro 6, le culte d'Hécate. Place à la nuit,
la lune et tout ce qui se cache entre les deux. Le culte d'Hécate, déesse à 3 têtes, qui règne sur la sorcellerie et les carrefours. Avoue, ça fait un peu flipper, non? Entre la Grèce et la Rome antique, Hécate est vénérée comme la maîtresse de la magie noire. Les rituels se déroulent souvent à la croisée des chemins, dans le noir complet, histoire d'attirer le petit frisson. Ses fidèles brandissent des torchets, psalmodient des incantations, concoctent des potions à base d'herbes spéciales. Et parfois, on murmure que de petits sacrifices s'y glissent. On ne plaisantait pas non plus avec les malédictions. Si tu voulais pourrir la vie de ton voisin qui laissait son âne brouter ton potager, tu pouvais toujours t'en remettre à Hécate pour lui jeter un sort dont il ne se remettrait pas. Les textes anciens suggèrent même l'utilisation de crânes exhumés pour invoquer des âmes tourmentées. On se croirait dans un film d'horreur, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est du réel. Enfin, façon de parler. Là encore, on oscille entre fascination et terreur. Mieux valait éviter de contrarier les adeptes d'Hécate, si tu ne voulais pas finir en ingrédients secrets dans leur prochaine mixture de sorcières. Numéro 5, la main noire. On troque les potions et le spiritisme pour du bon vieux complot politico-militaire. Bienvenue chez la main noire, une société secrète serbe dont le nom pourrait parfaitement convenir à un groupe de métal. Fondée en 1901, cette organisation rassemblait des nationalistes serbes prêts à tout pour unifier les peuples slaves du Sud. Attention, quand on dit prêt à tout, on ne plaisante pas. La main noire serait directement impliquée dans l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914. Et qu'est-ce que ça a déclenché, cet assassinat? Tout bonnement la Première Guerre mondiale. Rien que ça. On est sur du lourd. Les membres, liés par un serment de fidélité absolue, agissaient dans l'ombre, organisant des opérations secrètes, fomentant des révoltes, alimentant les tensions. Ils voyaient la violence comme un ingrédient nécessaire à leur idéal politique. Bref, un cocktail explosif qui a mis le feu aux poudres de l'Europe. Si tu penses qu'un culte ne peut être malsain qu'avec des sacrifices sanglants, la main noire te prouve que la géopolitique peut être tout aussi terrifiante. Et on passe maintenant à un autre registre tout aussi secret. Numéro 4, l'ordre des Skull and Bones. Tu adores les films sur les sociétés secrètes universitaires, avec leurs capes, leurs codes illisibles et leurs rites bizarrement sinistres? Eh bien, laisse-moi te présenter l'ordre des Skull and Bones. Fondée en 1832 à l'université Yale, cette confrérie ultra-sélecte a vu passer dans ses rangs des présidents américains, des chefs de la CIA et un tas d'autres élites politiques. Autant dire que ça pèse dans le game. Les rituels, soi-disant inspirés de la franc-maçonnerie, restent jalousement gardés. On chuchote qu'ils font des simulacres de cérémonies funèbres, qu'ils utilisent de vrais crânes, d'où le nom, et qu'ils reconstituent des scènes pas super catholiques. Bien entendu, tout ça nourrit les théories du complot. La CIA elle-même s'est sentie obligée de publier un communiqué en 2017 niant tout lien avec cette joyeuse équipe. Comme c'est étrange de devoir nier quelque chose qui n'existe pas, non? Si tu veux intégrer ce groupe, autant te préparer à quelques bizutages. Surprise, ou alors assure-toi d'avoir une famille bien connectée. On continue notre exploration des sociétés secrètes avec le numéro 3, et ça devient franchement bizarre. Numéro 3, le prieuré de Sion. On passe à une société secrète un peu plus légendaire. On parle du prieuré de Sion, une société secrète liée à des lignées royales. L'histoire a son propre club de fans, mais avec des secrets de famille en prime. Certaines sources affirment que cette société secrète existe depuis 1099, d'autres prétendent qu'elle a été inventée en 1956 par un Français un peu farceur. Ce qui est certain, c'est que le livre Le Saint Graal et la lignée sacrée a propulsé le prieuré de Sion sur le devant de la scène, affirmant que ses membres protégeraient la descendance directe de Jésus et de Marie-Madeleine. Rien que ça. On parle même de créer un nouvel ordre mondial grâce à cette lignée royale. Les sceptiques hurlent à l'imposture, pointant du doigt de faux documents et de véritables canulars historiques. Alors, un faux ou un tox? Le prieuré de Sion, une énigme qui alimente les fantasmes. Mais on laisse les théories du complot de côté pour le numéro 2, direction l'Arabie Saoudite. Numéro 2, les structures de Mustatil. Si je te dis construction préhistorique qui devance les pyramides de Gizeh, tu me réponds Stonehenge ou un temple mésopotamien? Eh bien non, direction le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. À Mustatil, on découvre plus de 100 structures rectangulaires vieilles de 7000 ans, alors que Gizeh et Stonehenge sont presque des petits genoux à côté. Ces Mustatil, signifiant rectangle en arabe, semblent avoir servi de lieu de culte, avec des crânes d'animaux soigneusement déposés. Le hic? Pas de restes humains, ni d'indices évidents de sépulture. Les chercheurs pensent à des sacrifices rituels, dont la cérémonie se serait déroulée ailleurs, les têtes étant ensuite ramenées ici en guise d'offrande. Ou alors, un site de banquet préhistorique où on laissait les poubelles. Qui sait? Les hypothèses fusent et les archéologues frétillent d'excitation, mais ça reste incroyablement nébuleux. Quelle divinité était vénérée, quel genre de rite se déroulait? Pour le moment, c'est un trou noir ou presque.
L'histoire préantique n'a pas fini de nous étonner. Des sacrifices mystérieux dans un coin paumé d'Arabie Saoudite, c'est le genre de révélation qui fait grincer des dents chez ceux qui croyaient tout savoir sur le passé. Numéro 1, Göbekli Tepe. Et enfin le numéro 1, le plus étrange, le plus mystérieux de tous, Göbekli Tepe, un site archéologique avec des piliers de pierre et des gravures en Turquie. Daté de plus de 11 000 ans, Göbekli Tepe arbore des cercles de piliers de pierre sculptés d'animaux étranges. Pas de village, pas de campement permanent, pourtant on y trouve des indices de rites collectifs, voire de modifications de crânes humains. Et les archéologues ne sont pas ravis de ce détail. Imagine, l'humanité, à peine sortie de la vie de chasseur-cueilleur, qui se met à ériger des structures gigantesques dédiées à on ne sait quel culte. Les chercheurs se grattent la tête. Comment expliquer la construction d'un tel complexe, sans société sédentaire préalable? Certains théorisent que des rituels mystiques auraient précédé l'agriculture, ce qui inverse la logique habituelle de l'histoire. Et pour couronner le tout, quelques crânes montrent des entailles volontaires, comme si on avait voulu en faire des trophées ou les utiliser dans une cérémonie obscure. Göbekli Tepe, c'est un peu la cerise sur le gâteau de l'énigme. Un culte trop avancé pour l'époque, des pratiques funéraires cheloues. Bref, bienvenue dans la préhistoire, version hardcore. Et voilà, c'était notre top 10 des cultes ancestraux si troublants que les historiens préfèrent les ignorer. Un voyage fascinant et un peu flippant dans les méandres de l'histoire humaine. On se rend compte que l'étrangeté est une constante à travers les âges. Alors, si ce genre d'exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines aventures de la boîte magique. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes encore plus folles.